Castanet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à la clinique chiropratique Synergie Laennec. C'est un plaisir. Alors, vous êtes kinésithérapeute, enseignant, conférencier, mari et père de famille, et vous êtes né différent, c'est-à-dire que vous vivez, depuis votre naissance, l'handicap. Avant de rentrer dans votre cheminement de vie, ce qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes, pourriez-vous nous définir le terme kinésithérapeute? Parce que plusieurs d'entre nous sommes au fait du terme physiothérapeute et ergothérapeute, mais le terme kinésithérapeute semble relié, mais différent. Donc c'est très simple, ma sœur kinésithérapeute, c'est une formation qu'on retrouve en Europe, qui est l'équivalent de physiothérapeute. Dans les pays anglo-saxons, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est des physiothérapeutes, la même chose qu'ici. Dans les pays plus latins comme la France, l'Italie, l'Espagne, sont des kinésithérapeutes. Le point de différence, c'est qu'on est masseur kinésithérapeute. Ah bon? Masseur dans le sens massage thérapeutique, bien évidemment. La différence dans la pratique, c'est que le physiothérapeute se sert beaucoup de machines, beaucoup d'exercices et une intervention à la main, alors qu'en principe, le kiné fait tout ce qu'il peut à la main, s'aide avec des machines, et pour ce qui est des exercices, ça va être la même chose que physiothérapeute. Donc, c'est de la réadaptation. Et quand vous êtes dans un pays, vous pouvez aller à l'université, faire une formation, mais pas les deux. En France, il n'y a pas de formation de physiothérapeute. En Angleterre, il n'y a pas de formation de kinésithérapeute. Donc, chaque pays a... La différence, elle est sociale et culturelle. Dans les pays anglo-saxons, le côté du toucher, il y a une gêne. C'est pour ça qu'ils font plus avec des machines, tandis que dans les pays plus latins, on sait que les gens sont à moitié nus facilement, alors ils se déshabillent, c'est plus facile de les masser. Voilà le point de différence, mais c'est de la réadaptation. Donc c'est pour intervenir auprès de gens qui ont un problème spécifique. D'accord. Donc pour ce qui est de mon cheminement, donc en kinésithérapie, donc j'ai fait ces études parce que à la naissance, ayant un handicap, j'ai été opéré 17 fois à partir de l'âge de 3 ans. Pouvez-vous nous situer d'où vous venez, justement, ce petit parcours? Pouvez-vous nous le situer dès le début? Mais ce qui vous a mené, justement, à la post-adolescence, à vos études, mais nous décrire un peu votre jeunesse. C'est ça. Donc, ce qui a commencé, c'est le fait d'être handicapé. Je vivais à Marseille, dans le sud de la France, au soleil, différent de notre neige québécoise d'aujourd'hui. Et en étant handicapé, il a fallu opérer plusieurs fois, comme je l'ai déjà dit, ce à partir de l'âge de 3 ans. Ce qui fait que dès 3 ans, je faisais 5 fois par semaine de la kinésithérapie. En tant que patient, évidemment, jeune patient. Et après, à l'âge adulte, j'ai fait, non pas par vocation, mais par continuité, kinésithérapeute. Il paraît qu'à l'âge de 4 ans, je disais déjà que je voulais devenir kinésithérapeute. Ce qui, pour 4 ans, en général, c'est policier ou pompier ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas dire que je me suis réveillé un matin en me disant « ça y est, j'ai trouvé mon orientation professionnelle ». Ça a l'air que c'était... Donc, l'idée d'être astronaute ne vous est jamais... J'ai jamais eu d'autre idée que d'être kinésithérapeute. D'accord. Donc, c'est ça. Et ce qui fait que toutes ces années où j'ai eu ces opérations, évidemment, j'étais immobilisé dans des lits le plus longtemps que je suis resté à l'hôpital, c'est 1 an et demi sans sortir. Et à cet âge-là, à 3 ans, ben, quand on reste des mois allongés dans un lit, ben, ça fait travailler la patience, non pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'on ne peut pas bouger. C'est un peu l'image de la tortue qu'on aurait mis à l'envers sur sa carapace et qui ne peut pas trop bouger. Ben, il vaut mieux qu'elle ait une vie intérieure parce que sinon, le temps va être long. Et si on essaie de parler du mal qui vous affligeait ou de l'handicap, comment pourrait-on le décrire en termes médicaux? En quoi cela consistait-il? Donc, c'est une atrophie médulaire, pour faire simple, la moelle épinienne n'étant pas très développée au niveau des membres inférieurs, du bas du dos, les jambes ne fonctionnent pas, ou très peu. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu faire 17 opérations pour redonner une certaine mobilité. Donc, mon mentor, c'est un peu le chirurgien qui m'a opéré. Je dis de lui qu'il est mon père mécanique, parce que c'est lui qui a refait la mécanique. Et depuis plus de 50 ans, on est en relation, on est resté proches. Donc, il est à la fois mon maître et mon ami, mais je dirais surtout mon ami
et mon maître après. Alors c'est lui qui a cru que c'était possible, et comme il l'a cru, je l'ai cru aussi. On était peu nombreux. Évidemment, les parents le croient parce que les parents veulent le croire, mais les deux personnes qui l'ont cru vraiment, c'était lui et moi. Et ça a donné ce résultat. C'est pour ça qu'après, j'ai voulu continuer, j'ai continué, même pas voulu, j'ai continué. Et on parle en passant de 17 opérations échelonnées sur combien d'années environ? En gros, de 1966 jusqu'à 1977. C'est pour ça que chaque année qui est double arrive un événement. Donc en 66, en 77. En 88, je me suis marié, c'est un événement plus heureux. En 99, ma santé s'est aggravée. Est-ce revenu aujourd'hui ou est-ce une autre affliction de plus? Non, c'est-à-dire qu'ayant une faiblesse à 20 ans, en vieillissant, en général, ça ne s'arrange pas. Une personne qui gagne les Olympiques à 20 ans, en général, à 60 ans, elle est en moins bonne forme. Alors quand on ne les gagne pas à 20 ans, on comprend que c'est pour ça que le fait que je ne puisse plus marcher est une affaire programmée qui s'en vient. Donc ce n'est pas une nouvelle. Au début, on espérait que je puisse marcher, puis après, quand j'ai pu marcher, comme on en veut toujours plus, le bonheur, c'est ça, on veut marcher le plus longtemps possible. Mais là, on arrive à peu près au terme, alors c'est une progression, si on peut dire. J'ai une question précise. La nature humaine étant ce qu'elle est, j'imagine, en France, comme au Québec, comme en Amérique, comme partout dans le monde, les gens sont extrêmement prônes à porter des jugements sur ce qui est différent. Et les enfants étant ce qu'ils sont, j'imagine que c'est encore pire. Comment avez-vous, dans votre jeunesse, comment serait le terme, comment avez-vous réussi à passer à travers ça? Passer à travers les jugements, que ce soit des jugements, peut-être même, si on veut, des colibets, des jugements des enfants, mais peut-être même aussi, je ne sais pas, peut-être s'il y a eu des agressions. Comment avez-vous réussi à passer, parce que souvent l'enfant qui est différent, qu'on le veuille ou non chez les enfants, le stade moral n'est pas tout à fait développé, et ce qui est différent porte à l'exclusion. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a peur de la différence. Après, on matine cette peur de réflexion. C'est ce que fait l'adulte, donc il va répondre différemment, tandis que l'enfant est au premier degré. Mais ce que les autres peuvent me faire dépend des autres. Ce qui dépend de moi, c'est comment je reçois l'information. Et dès l'enfance, on comprend que nier la réalité, c'est le meilleur moyen de s'attirer beaucoup de problèmes. Si chaque fois qu'on fait remarquer ou on se moque, on va réagir négativement, ben évidemment, on devient comme une attraction. Si on réagit positivement, c'est-à-dire qu'on ne va pas nier la réalité, mais je considère que quand quelqu'un me dit que je suis handicapé, je ne considère pas qu'il m'insulte, je considère qu'il me dit la vérité. Et quand je vois qu'il fait exprès pour me vexer ou pour m'atteindre, je me dis raison de plus pour rester zen, puisque je ne vais pas lui donner le plaisir d'avoir de l'emprise sur moi. Avez-vous développé, quant à vous, un mécanisme très rapidement, d'après les réactions des jeunes, pour vous protéger? Est-ce que c'est un peu ce que vous êtes en train de dire? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il suffit soit de défendre sa position, qui est difficile à défendre parce qu'il faudrait nier l'évidence, soit de retourner le miroir et de critiquer un handicap, quel qu'il soit, que l'on voit présent chez l'autre. Il vaut mieux être donc infirme des jambes que de la tête, c'est ce que je dirais à quelqu'un qui est dernier de classe et qui se moque de moi. Donc je vais trouver un argument. S'il me dit rien de négatif, je lui dirai évidemment rien de négatif. En général, le bras de fer s'installe et je ne suis plus sur la défensive, c'est lui qui va essayer de se défendre et l'affaire s'arrête là, on ne va guère plus loin. Vous avez parlé de ce médecin qui semble avoir été extrêmement important dans votre vie. Ça me fait beaucoup penser au terme de Boris Cyrulnik, le tuteur de résilience, qui aide la personne à passer une épreuve, quelque chose de vraiment traumatisant. Outre cet individu, qu'est-ce que vous diriez qui vous a aidé à passer les moments sombres? J'imagine, c'est un cas
c'est pas très, très joyeux dans l'état où vous êtes. Vous êtes confiné. Donc, qu'est-ce qui vous a porté à ne pas tout lâcher, peut-être plus dans l'adolescence, où vous preniez conscience de ce qui vous accablait? À part ce métier-là, qu'est-ce que vous diriez qui vous a soutenu? En fait, ce sont les faits. C'est qu'en 1977, à peu près à l'âge de 15 ans, où il y a eu les dernières opérations, ces dernières opérations ont permis que je marche beaucoup mieux de point de vue esthétique. Parce qu'avant, je marchais en m'appuyant sur les cuisses. Donc, c'était une démarche très, très visible. Est-ce que c'était douloureux? Oui, ça a toujours été douloureux, puis c'est toujours douloureux. Okay. Donc, cette douleur-là, on s'y fait. Mais en 77, le fait que j'ai pu marcher plus droit. Alors, ça coïncidait bien parce que c'est la période de l'adolescence. Et, comme je dis toujours, le handicap est fonction de l'âge du capitaine. Comme on vient de le dire, quand on est enfant, on a vu les difficultés. Quand on est adolescent, comme tout le monde, on veut plaire. Et d'avoir une démarche là où, que je qualifierais d'ébrieuse, où la personne en face se demande toujours si on ne va pas tomber, etc. Bon, ça attire le regard, mais ce n'est pas certain que l'adolescent, ce soit ça qu'il veut. Hein, puisqu'on sait très bien que l'adolescent qui a un petit bouton sur le bout du nez, c'est la fin du monde. Alors, quand j'ai pu marcher beaucoup plus droit, automatiquement, je veux dire, ça m'a donné une confiance qui était relative, parce que si quelqu'un d'extérieur voyait ma façon de marcher, il dirait, ben, c'est terrible, là, c'est assez abominable. Tandis que moi, je me disais, ouais, c'est merveilleux, parce que là, je viens de passer à l'échelle supérieure. Donc là, il n'y a pas de facteur spécialement de résilience, c'est juste de l'amélioration. La résilience, c'est toujours après avoir passé des épreuves que, comme disait Nietzsche, tout ce qui ne tue pas va nous rendre plus forts. Mais ça veut dire que pour être plus fort dans un certain domaine, il faut avoir bien souffert avant. C'est pour ça que les gens qui admirent certaines capacités chez d'autres devraient d'abord se demander à quel prix ils les ont obtenus. Exactement. Et si on m'avait dit que le prix c'était ça, j'aurais préféré, disons, avoir moins de capacités annexes, je me serais porté pas plus mal. Et les gens qui sont très portés sur la question de Dieu, peut-être on y reviendra, je leur dis volontiers que Dieu éprouve ceux qu'il aime, et que par moments, s'il m'avait aimé un peu moins, ça m'aurait fait des vacances. Ça me rappelle un peu l'histoire de Job dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je crois, qui éprouve justement Job, faisant disparaître, je crois, le bétail au complet, les filles, etc. Puis à la fin, bon, dans un dernier élan de demande, bon, Dieu répond à Job, mais après un nombre d'épreuves assez énorme et assez effrayant aussi. Ça peut aussi passer, en parlant de Job et de personnages, y a-t-il des personnages, outre des personnages peut-être plus lointains, moins proches de vous, des héros qui vous ont influencé dans la jeunesse, qui vous ont servi de modèle, que ce soit aujourd'hui, nous parlons beaucoup de Mère Teresa, même si elle est décédée, mais à l'époque, si on retourne dans les années 60, y a-t-il des personnes? À cette époque-là, en fait, plus on est jeune, plus on est en direct avec ce qui nous arrive. Plus on essaie de se débrouiller. Hein, on n'est pas à 10 ans, c'est rare qu'on va aller voir la pensée des philosophes ou même voir l'action de Mère Teresa dans le sens d'en tirer un enseignement personnel. Mais donc, vous, un sportif ou quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui vous a... J'ai trouvé ma motivation en moi-même. Et avec tous les gens qui m'entouraient directement. Donc ça va être ce professeur dont on a parlé, la famille, etc. Donc quand on est jeune, on est influencé par les gens que l'on voit. Tout à fait. À cet effet-là, une anecdote que ma mère m'a toujours dit, c'est que quand Churchill est mort il y a X années, donc dans les années 60 et quelques, il paraît que j'ai passé toute la journée à l'hôpital à répéter « il est mort Churchill ». Donc, intéressant. Et plus tard, donc, j'ai lu sa biographie et voilà un bon exemple de résilience que Churchill. Alors je me suis dit, tiens, peut-être inconsciemment, parce que je doute qu'à 5-6 ans, j'avais une idée précise de qui était Churchill. Alors c'est ça, mais c'est plus avec le temps, et si on me demandait actuellement, je suis sensible à James Joyce, qui a écrit Ulysse en le mettant en parallèle avec l'Ulysse d'Homère. Et je dis que nous sommes tous des Ulysses dans la vie, soit comme Homère à qui il est arrivé, enfin Ulysse, d'après Homère, à qui il est arrivé des aventures
extraordinaires, donc ils font palpiter, soit comme James Joyce qui passe 1000 pages à nous décrire finalement les petites choses de la vie quotidienne, Tout à fait. en nous montrant qu'on peut être aussi heureux dans ces petites choses, dans l'art de se raser, que dans l'art d'aller combattre les sirènes. Alors on est tous quelque part entre les deux, mais ça montre qu'on n'est pas forcément obligé d'être l'Ulysse d'Homère pour avoir une vie pleine et remplie. Chacun gravit son Himalaya à soi, même si c'est juste la montée du Mont-Royal. Et Joyce, vous l'avez découverte dans votre adolescence ou plus tard? Plutôt vers 20 ans. OK. Donc un peu plus tard, parce que c'est pas non plus très facile à lire. Et ça m'a marqué cette affaire-là que on a ce qu'on a et on doit faire avec. On peut faire avec, c'est-à-dire renoncer. J'aurais pu être sur le BS toute ma vie en disant, ben, comme je suis handicapé, ou on peut faire des choses plus fortes, mais à savoir qu'il y a une limite. Si je fais des choses démesurées, j'en paierai le prix. Et en quelle année êtes-vous venu au Canada ou au Québec? La première fois en 1994, de 1994 à 1998. Donc j'avais vécu beaucoup en France, j'avais vécu à l'île Maurice, qui est un mélange aussi de cultures. Et à l'île Maurice, j'avais fait notamment pour le ministère des Sports, je recevais des sportifs de l'île Maurice, et puis surtout tous ces jeunes qu'on avait mis dans des programmes sport et qui avaient des santé précaire ou qui avaient des problèmes. Et donc c'était une espèce de bénévolat. C'est sûr que chaque fois que je traite des enfants, c'est une partie de moi que je traite. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans un pays glacé de Québec plutôt que de quitter un paradis comme l'île Maurice? L'île Maurice, c'est une prison dorée parce que c'est une petite île où il ne se passe pas grand-chose. Le climat est beau, mais il ne se passe pas grand-chose. Le Québec est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus froid. Donc il n'y a pas de terre idéale. Mais disons pour des raisons familiales, de ma belle famille, on s'est rapproché de la belle famille. Mais moi je suis ouvert à partir dans n'importe quel pays où il n'y a pas trop de guerre. Parce que où il y a un esprit latin. Pas forcément, pas forcément, parce qu'au Québec, on ne peut pas dire spécialement qu'il y a l'esprit latin, mais on peut être kinésithérapeute. Mais j'irais bien aux États-Unis aussi, enfin, à des endroits. C'est le projet qui me fera avancer et non pas des considérations plus matérielles. J'aimerais maintenant aborder le sujet. Vous avez mis de vos conférences. Vous avez mis récemment sur pied, je crois, une conférence qui a été élaborée, je pense, pour le CHUM ou en collaboration avec le CHUM, dont le titre est Le troisième souffle, avec un sous-titre intéressant. Pouvez-vous le... Oui, mais le troisième souffle, en fait, a déjà été donné il y a 2-3 ans aux éditions Vox Populi, aux conférences Vox Populi de M. Jean Rivet. Et entre autres, je l'avais présenté au CHUM, donc à des médecins qui reçoivent toutes sortes de conférences. Et la question était donc de gérer un handicap quel qu'il soit. C'est le sous-titre du troisième souffle. Parce que le troisième souffle, ça existe en sport. Il y a le premier souffle, le second souffle, que tout le monde connaît bien. Et puis quand deux athlètes arrivent à 100 mètres de la ligne, après avoir couru le marathon, on peut dire qu'ils sont égaux. Mais il y en a un qui va gagner d'un souffle. C'est le troisième souffle. C'est qu'il va trouver en lui, alors qu'il ne peut plus avancer, la petite force supplémentaire qui va faire qu'il va gagner d'un pas sur le précédent. Est-ce qu'on peut faire un rapport avec la résilience, avec ce troisième souffle, ou c'est quelque chose de différent? C'est-à-dire que le troisième souffle, on est directement dans l'action. Le troisième souffle, c'est continuer quand je ne peux plus. C'est le malade qui est en fin de vie et qui quand même continue pour assurer ce joli mot de Ricoeur qui dit « vivant jusqu'à la mort ». Je suis limité, mais jusqu'au bout, je vais être là. Je ne m'abandonnerai pas. C'est ça le troisième souffle, c'est de se dire qu'il faut continuer. Et revenons sur Churchill, qui disait « Si tu es au milieu de l'enfer, ne te pose pas de questions, continue à avancer. » Alors, évidemment, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je vais vaincre des étapes, on va retomber sur la notion que a bien développé Cyrulnik de la résilience. Puisque la dernière fois, j'ai vécu et passé
des périodes difficiles. Ben, cette période est difficile, mais moins que ce que j'ai vécu dans le passé. J'ai une certaine confiance que je devrais y arriver. Alors que quelqu'un qui n'a pas vécu d'expérience spécialement dramatique ben, va peut-être douter plus. Donc la capacité vient. Il y avait ce vieux Lao Tzu disait, donc dans la Chine ancienne, que quand il cherchait un candidat pour un poste, quand on cherche, pas lui, mais quand on cherche un candidat pour un poste, on dit on va regarder son front. Et il dit, s'il n'a pas beaucoup de rides sur le front, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup souffert. Alors il dit, si deux candidats sont égaux, et qu'il y en a un qui a plus de rides sur le front, ça veut dire que probablement il a vécu des choses plus traumatisantes. Alors il vaut mieux prendre celui-là, parce que s'il a vécu des choses traumatisantes et qu'il est au même niveau que l'autre, peut-être il y a une supériorité. Oui, parce que l'expérience de vie, quelle qu'elle soit, aide aussi à développer ce qu'on appelle le jugement, et le jugement étant important et qui a été essentiel pour la prise de décision. J'imagine qu'en affaires, qui est un élément important, même aujourd'hui. Le titre de votre conférence m'amène à vous parler de la question de la normativité, la normalité sociale, qui est toujours d'actualité. Je crois que vous en parlez aussi. Et si je comprends bien, à travers votre conférence, pour avoir lu un petit peu la description de son contenu, chacun et chacune ne serait-il pas, en quelque sorte, à différents niveaux, handicapés? Oui, nous sommes tous handicapés, ne serait-ce que parce qu'on ne se trouve pas beau, parce qu'on ne se trouve pas intelligent, parce qu'on se trouve très bien, mais on a croisé quelqu'un qui nous paraît encore mieux. Donc on a tous comme ça, on va dire, une restriction, un handicap. Pour ce qui est de la norme sociale, la norme, en fait, c'est une moyenne. On va prendre entre deux extrémités. Si on prend 0 et 100%, on va dire que la norme, c'est 50%. Et dès qu'on n'est pas à 50%, qu'on est moins, là, il semble qu'on soit anormal. Parce qu'on va prendre une norme stricte. Mais pour avoir ce 50%, on a mélangé donc des gens qui sont extrêmes d'un côté et de l'autre. Alors, à ce moment-là, on va péjorativement dire que ceux qui sont en dessous du 50 sont anormaux. Mais comme je dis, on devrait dire aussi que ceux qui sont en dessus de 50 sont anormaux. On devrait dire de tous les génies qui sont anormaux. Tout à fait. Parce que la norme, ce n'est pas d'être un génie. Oui. Sauf que si je dis à une mère, votre enfant est anormal et que c'est un génie, elle va me dire que je suis jaloux. Et si je dis à une mère, votre enfant est anormal parce qu'il est anormal, ça va lui faire de la peine. Donc on voit que la société aime bien ceux qui rentrent dans une case et aime que cette case soit bien définie. Donc on pourrait les renvoyer à la notion de case vide de Lévi-Strauss et de voir que justement, cette case, elle est vide, c'est parce qu'elle est vide que je peux la remplir. Donc chacun a sa case et il appartient à chacun de la remplir, plutôt que de passer son temps à se demander si la case du voisin n'est pas meilleure, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ces afflictions, ces handicaps, peu importe s'ils soient bénins ou extrêmement lourds à porter, entrevoyez-vous ça comme une malédiction du destin, comme une punition de Dieu? Nous parlions de Job. Pour vous, quel est un peu votre point de vue si on essaie de rattacher ça au spirituel? La première chose, c'est de dire que je veux bien accepter le fait qu'on dise de moi que je suis anormal, selon la norme que l'on a acceptée. Et c'est pour ça que dans l'enfance, je n'avais pas de problème avec ça. Quelqu'un qui me disait que je boite, que je marche mal, que je suis handicapé, estropié, prenez le mot que vous voulez. Ça ne vous dérangeait pas? Ça me dérangeait pas dans le sens qu'il dit une vérité. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui me dérangeait, c'est s'il voulait le dire méchamment. Mais à ce moment-là, j'usais de stratégie, un peu comme Sun Tzu dans l'art de la guerre, de savoir quelle était la réponse qui allait me sortir de la situation plutôt que la confrontation directe, où en plus physiquement j'étais loin d'être sûr de gagner. Jamais de coup de poing? Pas trop, parce qu'en général, les mots, surtout au niveau des enfants, là, ça vexe, et puis ils partaient souvent en pleurant, dire à leur mère qu'ils avaient été insultés d'une insulte qu'ils n'avaient pas forcément compris. Et les parents venaient. Oui, donc, c'est ça. Donc, après, ce que je dirais, c'est que, quel que soit le handicap qu'on peut avoir, c'est naturel. Puisque qu'est-ce qui est naturel? C'est ce qu'on retrouve dans la nature. Ouais. Donc, d'être un génie, comme on l'a dit, ou d'être handicapé, c'est quelque chose de naturel.
Alors après, évidemment, vient la question de savoir pourquoi moi. Et des gens, j'ai reçu beaucoup de gens en consultation qui étaient bloqués à vie sur cette question. Mais ça m'est arrivé à moi, je crois que vous êtes arrivé à un accident à vous. Ouais. Donc, mais pourquoi moi? Pourquoi moi je suis vivant? Pourquoi les autres sont morts? Etc. Alors, évidemment, c'est une question qui va nulle part. Parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi un tel a eu un accident et a été blessé. Est-elle inutile comme question? Elle n'est pas inutile. Il faut simplement, quand on ne trouve pas la réponse à une question, retourner la question, renverser la table. Il suffit de dire aux gens, pourquoi vous, je ne sais pas, mais expliquez-moi pourquoi pas vous. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez de si particulier qui fait que vous, il ne devrait pas vous arriver des accidents, des handicaps, etc. Donc c'est difficile de dire que moi, je suis tellement supérieur à tout le monde qu'il ne doit rien m'arriver parce que je suis le sauveur de l'humanité. Oui, oui. Donc à ce moment-là, on peut remettre en question le principe même de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a une vie sur la Terre et pourquoi il y a de la misère, du handicap, etc. Mais ça n'est pas remettre en question mon problème. À partir du moment où le handicap existe, il n'y a pas de raison qu'il ne me touche pas moi, ni plus, ni moins qu'un autre. Donc, quand on réfléchit à qu'est-ce qui m'arrive à moi, c'est bien gentil, c'est bien centré sur soi, mais c'est une question qui n'a pas de sens. Comme la question n'a pas de sens, elle n'aura pas de réponse. Maintenant, il faudrait se poser la question pourquoi le monde est comme ça. Comme à mon avis, on risque de ne pas trouver la réponse. Si on ne sait pas, eh bien, au lieu de chercher toujours dans le passé à faire de la spéléologie des profondeurs de l'art, Oui. eh bien, à un moment donné, inventons-nous à partir de ce que nous avons. En s'inventant, ce sera plus efficace, à mon avis, que de se poser d'interminables questions sur le pourquoi, le comment du passé, puisqu'on sait très bien que ça n'arrivera pas. Comme sur la question de Dieu. La fameuse question de l'invention de soi est très intéressante. D'ailleurs, je crois qu'il y a un philosophe qui en a beaucoup parlé, André Moreau, entre autres. Mais quand cette idée vous a-t-elle frappé, si on veut, parce que c'est quelque chose de très... On a la connaissance de soi et après on va à l'invention de soi, mais c'est de plus en plus à la saveur du jour. L'invention de soi, en fait, elle part d'une crise de réalisme. C'est-à-dire que quand je prends conscience des moyens que j'ai, j'abandonne l'idée de trouver des moyens que je n'aurai pas. Et donc, à ce moment-là, je vais créer, je vais jouer avec. C'est comme au poker, vous avez une main, elle est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas dire, non, non, on redistribue les cartes parce que je n'ai pas les bonnes cartes. Mais on peut jouer sur les autres éléments. Voilà, vous devez jouer. Eh bien, si vous avez des cartes qui ne sont pas terribles, il faudra faire plus de stratégie. Et des fois, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas celui qui avait les meilleures cartes qui a obtenu le meilleur résultat. Ceci dit, de préférence, ayons les bonnes cartes. Mais si on ne les a pas, je veux dire, il faut jouer, parce que sinon, on peut ne pas jouer. Donc, il y a des gens, et sûrement aller dans ce sens, en disant que, bon, la vie n'a pas vraiment d'intérêt, donc on peut finalement se suicider, puisque si j'ai pas de carte, la vie n'a pas d'intérêt... Il disait très bien, de l'inconvénient d'être né. Ça dresse déjà la table. On se dit, de l'inconvénient d'être né handicapé, poursuivons la phrase, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux être sur le BS, je peux me suicider. Vous, n'avez-vous jamais été tenté, par cette idée, mettre fin à vos jours? Non, parce que, en étant handicapé d'enfance, opéré d'enfance, pour moi, le suicide, ça serait comme un non-respect. Autrement dit, pourquoi tu attends 17 opérations pour te suicider? Si ça ne va pas, alors évidemment, à 2-3 ans, on n'a pas ces sentiments de suicide. Mais après, quand on y réfléchit à 20 ans avec du recul, je me dirais que ce serait comme une offense à moi-même de me suicider. C'est pour ça que je disais Ricoeur. Donc, vivant jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Et pour reprendre une idée célèbre, je dirais, je ne m'abandonnerai pas. Voilà le vœu que je formule pour moi. C'est que quel que soit ce qui va arriver, je ne m'abandonnerai pas. Vous choisissez en premier. C'est une question de respect fondamental. C'est pas que je me choisis en premier, c'est que j'ai pas d'autre choix. Parce que se choisir, il faudrait... Le choix qu'on a, c'est de s'abandonner ou de se choisir dans le sens de faire face. Mais donc, je fais face avec ce que j'ai. Et arrivera bien ce qui arrivera. Et
Je dis aux gens, là on arrive dans la période des vœux, puisque c'est la nouvelle année, donc on souhaite platement, sincèrement, mais platement, parce que c'est la pensée ordinaire, une bonne année, une bonne santé. Et moi je dis toujours aux gens, je vous souhaite du fond du cœur le meilleur du possible. Ah, c'est superbe. Donc il y a une différence. Parce que je ne peux pas vous souhaiter, oui, je peux vous souhaiter une bonne santé, mais j'en sais rien. Donc je vous souhaite le meilleur du possible. Et pour ceux qui sont, qui me semblent un peu contre moi, ou disons, qui semblent moins m'apprécier, eh bien je leur dis, comme Caligula, je te souhaite tout le bien que tu penses de moi. Ce qui fait que c'est gentiment dit, et puis en même temps le message est là. Le message est là, oui. Donc, ici. Alors pour revenir un peu plus, si on veut élaborer peut-être sur l'idée, bien la question de Dieu, comme je dis toujours, que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, ça n'a aucune importance. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi ça n'a aucune importance? Parce qu'on ne peut pas le prouver. Ce qui est important, c'est ce que vous croyez. Et si vous croyez en Dieu, quel que soit le Dieu auquel vous croyez, eh bien, je vous inciterai toujours à y croire encore plus fort, parce que c'est votre moteur. Si vous détestez Dieu, je vous inciterai à le détester dans la mesure où c'est votre moteur pour avancer. Ce que nous voulons finalement, c'est que la personne avance, et je pense que Dieu, s'il existe, aura assez d'humour et de recul pour savoir que si je l'ai maudit quelquefois, ce n'était pas spécialement méchant, mais c'était plus parce que je vivais. Et si Dieu n'a pas d'humour, alors là, je serai déçu de Dieu. Vous lui tiendrez rancœur. Je ne lui tiendrai pas rancœur, mais on pourra peut-être lui faire une petite formation. La question de la souffrance, il y a souffrance et il y a douleur. Un est plus physique et un, selon moi, est plus psychologique. Que pensez-vous des certains mouvements, certaines idéologies, surtout nord-américaines, qui prônent que, si on veut, la souffrance est optionnelle? Êtes-vous en accord ou en désaccord? C'est-à-dire que la souffrance, elle n'est pas optionnelle, elle est modulable. Ah. La douleur est ce qu'elle est, mais la douleur elle-même, c'est de l'immatérialisme. Elle n'existe pas. La douleur n'existe que parce qu'elle est ressentie. La façon dont nous la ressentons fort. C'est ça. La façon de la ressentir, c'est ça que moi j'appellerais la souffrance. Donc cette souffrance, cette façon de ressentir, dépend évidemment de l'intensité primaire physique du problème, et elle dépend aussi autant de mon état d'esprit. Quand on voit dans des études de réflexion que l'on fait sur le patient, par exemple au CHUM, où on voit un patient diachronique, c'est-à-dire qu'il a une maladie qui évolue donc négativement parce que la maladie est chronique, on s'aperçoit que ce malade-là, son moral ne dépend pas directement et exclusivement de l'état de sa maladie. S'il est dans une période positive dans sa vie, disons privée et professionnelle pour faire quelque chose de rapide, eh bien, même s'il est en crise, il va vivre ça pas trop mal. Si il a une douleur moyenne, j'allais dire sa douleur de base, mais si ça ne va pas dans sa vie, cette douleur de base va prendre des proportions importantes. Et à ce moment-là, la souffrance est disproportionnée. On voit bien des patients qui viennent, qui ont des souffrances psychologiques qui sont disproportionnées avec ce que l'on trouve en clinique sur le physique. Donc, il ne faut pas nier la douleur physique, ce n'est pas mon propos, mais la façon de l'aborder, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut du réalisme salvateur. C'est-à-dire que si je nie l'évidence, je vais vous dire, mais non, je peux marcher pendant un quart d'heure. Et je marcherai pendant un quart d'heure. Sauf que pendant 3 jours, je ne réponds plus au téléphone parce que j'ai mal et que je ne peux plus me lever. Donc j'ai nié l'évidence, donc j'en paie le prix. Donc c'est ça, le réalisme salvateur. C'est d'être dans le plus de réalité de soi-même pour avancer. C'est ça notre difficulté. Donc la question de Dieu, pour moi, c'est ça. Et après de ça, va découler les affaires simples. Puisque quand les gens me demandent quel est le sens de ma maladie, ben, je dis, ça peut être le hasard. Parce que le problème, c'est que les gens se positionnent. Il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient au hasard.
Et ça fait des débats qui sont stériles, puisqu'on a bien compris que si vous demandez au pape, il va croire en Dieu, puis à la fin du débat, à mon avis, il croira toujours en Dieu. Donc, chacun va rester sur sa position. Donc, ce qui fait qu'il n'épouse pas la position infinie d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils décident arbitrairement d'une chose, et par ce fait même, ils vont nier ou rejeter le reste. Ouais. Moi, je veux dire, je prends tout. Comme je vous ai dit, je n'attends rien. Je ne dis pas je n'attends plus rien de la vie. Je n'attends rien en particulier pour justement pouvoir prendre tout ce qui se présente et qui va être positif. Donc, je veux bien analyser rapidement les trois possibilités, de dire, ben voilà, si Dieu n'existe pas, c'est du hasard. Donc, si c'est du hasard, ben le hasard, c'est comme à la loterie. J'ai compris que tous les billets n'étaient pas gagnants, le mien n'était pas gagnant, mais si je regarde, est-ce que, c'est ça que je dis aux gens, si c'était du hasard, une loterie, est-ce que vous seriez prêt à remettre votre numéro dans la boule pour en tirer un autre? Parce que oui, vous pouvez tirer mieux, mais est-ce que vous avez un numéro si mauvais que ça que vous voulez prendre le risque? Et là, on s'apercevrait que il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui remettraient leur numéro dans la boule. Alors, je dis le hasard, c'est ça. Alors, on dit que le hasard, ça peut être l'œuvre de Dieu, mais Einstein nous rappelait que Dieu ne joue pas au dé. Ouais. Et en même temps, je dirais que s'il n'y a vraiment que du hasard et pas de Dieu, quelque part, ce hasard devient divin, puisque c'est lui qui crée notre vie. Alors, on s'en sort. Maintenant, on dit aussi que une des pistes, ça pourrait être que c'est une épreuve. Donc Dieu ou quiconque, notre âme qui voulait vivre quelque chose, a pris un corps handicapé pour vivre une épreuve. Bon, moi je ne sais pas, mais pourquoi pas? De toutes les manières, c'est ça qui est. Alors que cette épreuve, elle soit d'origine divine ou du hasard ou de mon origine de moi-même, peu importe. Donc je vais faire avec ça. Et finalement, on dit que ça peut être le but de Dieu, et même dans certaines religions ou formes de pensée, on parle de karma. Ouais. Et le karma, d'ailleurs comme terme. Voilà, le karma en fait a toujours une connotation négative. Si tu es handicapé, c'est parce que dans une vie précédente, tu as été méchant, pour faire simple. L'avez-vous. On a été donc, voilà ta punition. Eh bien, moi, je ne refuse rien. Je dis, d'accord, je ne m'en rappelle pas. Donc, mais ce n'est pas parce que c'est comme la personne qui est ivre, qui a écrasé quelqu'un, elle ne s'en rappelle pas, mais elle a quand même écrasé. Alors, je veux bien que peut-être je ne m'en rappelle pas, mais c'était vrai. Je dis, bon, alors, c'est quoi? Donc, finalement, j'ai comme ma punition, pour parler d'une façon chrétienne primaire. Bon, donc, cette punition est ma façon de payer ma dette. Donc, je ne dois plus rien à personne, je paye ma dette. Donc, dans tous les cas, je suis libre, parce que si on est géré par le hasard, on est libre. Si on est géré par un karma, on paye sa dette, on est libre. Et si on est géré par Dieu, je pense qu'on est libre aussi, parce que je ne pense pas que Dieu voulait des esclaves. Ah, très intéressant comme vision. Alors, à partir de là, je choisis, puisque Sartre nous disait que l'homme est condamné à la liberté et donc à choisir, je choisis et j'assume mes choix et j'évite de passer mon temps à dire que si j'avais eu d'autres cartes, j'aurais fait d'autres choix. Et évidemment, mais ça n'a pas de sens. Un dernier mot quant à moi. Que diriez-vous à une personne découragée par des limitations perdues, une personne qui serait au bout de son rouleau, qui semblerait, je dis bien semblerait, parce que souvent c'est une perception ou non, porter sur ses épaules un grand fardeau. Quel mot lui laisseriez-vous? Bien, le mot, c'est toujours le sens de la vie. Les gens vous disent qu'après un accident, un traumatisme, un handicap qui arrive de naissance ou plus tard, les gens vous disent ça y est, ma vie a basculé, elle est finie, ça ne va plus, il n'y a plus de sens, etc. Donc, c'est présomptueux de dire ça, qu'il n'y a plus de sens à sa vie, parce que ça sous-entend qu'ils en avaient un avant. Ce qui ne se vérifie pas toujours, à part du sens commun du bonheur et d'être heureux, mais ça, ce n'est pas un sens fort. Donc, on pourrait définir quel est le sens. Ce qui va être différent, c'est de dire que, ben oui,
ma vie n'a plus de sens, parce que je ne peux plus faire ce que je faisais. Mais si on fait une analyse grammaticale, qui est-ce qui n'a plus de sens? Ça n'est pas moi, c'est ma vie. Qu'est-ce que ma vie? Ma vie, c'est ma représentation. Si demain je ne peux plus marcher, c'est évident que je ne pourrai plus faire tout un tas d'activités que je fais. Est-ce que ça va changer ma vie? Bien sûr que non. Ce que ça va changer, c'est ce que je peux faire. Mais le sens de ma vie ne va pas changer. Parce que vous allez avoir quand même... Parce que je vais continuer, j'aurai les mêmes idées, les mêmes choses. Je ne peux plus le faire. Ça ne va pas changer ma vie. C'est comme de dire, comme une personne de 60 ans dirait, ben, ma vie a changé parce que j'ai plus la forme que j'avais à 20 ans. Oui, concrètement, oui, mais sa façon de penser, son être, son avoir a changé. Ce qu'il peut faire, mais son être n'a pas changé. Donc si quelqu'un avait un être, avait un sens de vie avant l'accident, il va le continuer. Et c'est pour ça qu'on voit, même dans des centres hospitaliers, le projet de vie des gens en fin de vie. On essaie de définir un projet de vie. Ouais, ça n'a pas... Pour moi, c'est un peu bizarre, parce que si le gars il avait un projet de vie, ben, ce projet de vie va continuer sous des formes différentes, parce qu'il est limité. S'il n'avait pas de projet de vie avant, wow, ben, ça va être difficile, là, maintenant qu'il a encore moins de moyens, d'en trouver, mais il y en a qui en trouvent. Et comme je dis, ils ne savent pas pourquoi ils ont vécu, mais au moins ils savent pourquoi ils vont mourir. C'est déjà pas si mal. Donc, c'est les gens qui vont décider. Vous avez vos problèmes, vous allez décider. C'est vous qui décidez de l'intusception, c'est-à-dire de pousser de l'intérieur, de faire quelque chose ou rien. Et puis, il n'y a pas un bon choix ou un mauvais choix. Vous décidez. Et si vous êtes en accord avec ce que vous décidez, j'ai un ami qui est tétraplégique, ben lui, il aurait pu travailler en informatique parce que c'est un crack, mais finalement, il est en France, mais il est un peu sur le BS avec beaucoup d'assistance. Ben, il est très heureux dans ça. Il a eu un bac, et puis après, il a préféré être comme ça. Ben, je ne dis pas, oh, il est sur le BS, qu'est-ce que c'est? Non, je dis c'est merveilleux parce que c'est ça qui le porte, de faire ses affaires. Donc, je me dis d'autres, comment on fait le choix, disons, de travailler, c'est pas plus merveilleux. C'est que c'est une poussée étrique. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est comme ça qu'il avait envie de vivre. C'est l'élan vital de Bergson. Ouais. Qu'est-ce qui nous pousse? Du moment qu'il y a quelque chose qui vous pousse, si c'est moral quand même, eh bien, suivez cette poussée. Et si vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, eh bien, ça n'est pas si grave que ça, parce que ce sont des faits. Ainsi, pour moi, et pour terminer, il n'y a pas de vie inachevée. C'est une expression qui, pour moi, n'a aucun sens. Parce qu'une vie inachevée sous-entend que votre vie ne sera réussie et complète que si vous arrivez au but. Donc, autrement dit, c'est le but dans le futur qui va valider votre présent. Donc, mon présent est ici et maintenant. Tout ce que je fais ici et maintenant me valide maintenant, et que je n'aille pas à mon but, ou qu'une fois atteint mon but, je prenne un autre but que je ne pourrai pas finir parce qu'à un moment donné, on n'est pas le juif errant, donc on ne va pas avoir une éternité, c'est une évidence. Donc, de voir que la vie est inachevée parce qu'on n'a pas fini concrètement quelque chose, n'a pas de sens. La vie est ici et maintenant, elle est complète. Le présent est une fractale, donc un élément, un extrait, mais qui contient tout. Pas un extrait avec du manque, un extrait qui contient tout. Donc la fractale, c'est ça. Et donc l'homme, s'il est porté par son ego dans le sens d'avoir un chemin de vie personnel, il va avancer. Donc je souhaite à tous ceux qui ont du mal à avancer de réfléchir à ce qu'ils veulent et ne pas se laisser arrêter par ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc l'intégrité de soi, c'est d'avoir sa pensée, sa conscience. L'être, c'est avant tout une conscience et un physique après qui est très important parce qu'il gêne l'être quand il n'est pas là. Mais on sait très bien que dans les maladies comme Alzheimer, malheureusement, ils ont souvent un physique qui est bon, mais il n'y a plus d'être dans le sens... voilà, il disparaît. Et je pense que ça, c'est plus triste que quelqu'un qui ne bouge comme Jobin, qu'on voyait là, Jolin, etc., qui est une personne qui est handicapée en Suisse et qui fait des tournées avec ses moyens. Et quand on le voit, on se dit, ben, il n'a peut-être pas les moyens de le faire. Ben, c'est sa voix et puis il le fait. Alors c'est un bon exemple de résilience et d'aller au-devant.
Donc prenez-vous en main, ajustez vos idées et le monde s'alignera. Voilà. Joël, merci beaucoup de ce très beau témoignage. Et donc, merci à vous d'être venu à la clinique. Au plaisir de vous revoir. Voilà. Merci de nous avoir écoutés.